Bon, sur les 2 derniers épisodes, on a vu le matos qu'il fallait avoir et les bases du développement informatique. Mais je pense qu'on est d'accord pour dire que ça ne va pas suffire à créer quoi que ce soit. Et c'est parce qu'on n'a pas encore assez avancé pour créer quoi que ce soit. Mais vous en faites pas, parce que c'est la dernière vidéo purement théorique. Par contre, je vais vous faire un peu douiller. On va continuer le développement informatique et compléter nos bases. Salut à tous, c'est Cigarios, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Cigarduino. Bon, si vous êtes toujours là, ça veut dire que vous êtes prêts à vomir. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est surtout des ajouts. On a vu comment faire des variables, comment faire des conditions et comment faire des boucles. Et on s'était rendu compte qu'avec ça, on pouvait quasiment tout faire. Mais vous imaginez bien qu'il existe différentes variables, différentes conditions et différentes boucles. Et ouais, sinon ça serait pas drôle. LOL. Bande de petits salopards. On avait vu le int qui permet de stocker des chiffres, mais il existe tout un tas d'autres types. Et oui, il existe tout un tas d'autres variables. Ça se voit que ça a été filmé un autre jour ou pas? Déjà, on va revoir les bases de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc on avait vu le type int. Donc d'abord on écrit le type de la variable, ensuite le nom de la variable, et ensuite on met à quoi elle est égale. Donc là, on a créé une variable A qui stocke 1000. Bon, le int c'est bien, mais on avait vu aussi qu'il avait une limite. Moins 32 000 à peu près plus 32 000. Et si on veut stocker un chiffre plus gros, on fait comment? On fait appel à un autre type de variable, qui s'appelle le long. Alors là, la limite, faut savoir qu'elle est bien plus grande. Il me semble que c'est à peu près moins 2 milliards à plus 2 milliards. De toute manière, vous retrouverez les limites dans la documentation que je mettrai en description. Donc, long B, on va dire qu'elle est égale à 100 000. Et ça pose aucun problème. Alors pour le moment on stocke des nombres entiers. C'est cool, mais ce serait bien de pouvoir stocker des nombres qui comportent des virgules. Et pour ça, c'est un autre type de variable qui s'appelle le float. Float, le nom de la variable, égale, et là on met le chiffre. Attention, très souvent en langage informatique, la virgule se note toujours par un point, parce que c'est l'écriture américaine. Et voilà, on peut stocker des chiffres à virgule. On peut même mettre des virgules plus importantes que ça. La limite pour le float, elle est bien plus floue. On utilise carrément un chiffre scientifique pour l'écrire. En gros, c'est un chiffre tellement long qu'on ne pourrait pas le dire à l'oral. Mais si ça vous intéresse, pareil, vous retrouvez ça en description. Tout ça, c'est bien, mais il faudrait pouvoir commencer à stocker d'autres trucs que des chiffres. Et un truc qui est bien en informatique, bah, c'est les caractères. Le type de variable qu'on utilise pour stocker des caractères, c'est les chars. Et là, attention, on va devoir utiliser des apostrophes. À chaque fois que vous utiliserez des caractères ou des mots en langage informatique, vous devrez utiliser des apostrophes qu'on appelle des cotes. Il y a les simples cotes et les doubles cotes. En gros, les guillemets. C'est grâce à ça que la machine va comprendre qu'il ne faut pas essayer d'interpréter ce qu'elle va lire là. Il faut juste le stocker. Vous allez peut-être me demander comment faire pour stocker par exemple des mots. Là, la mécanique est un peu plus complexe et il va falloir voir d'autres choses avant. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ce type de variable, mais ne vous inquiétez pas, on peut faire déjà beaucoup de choses avec. Ta gueule, le piaf! J'adore les animaux. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors maintenant, je vais apporter quelques spécificités sur ce qu'on vient de voir. Déjà, sur les 2 premières variables qu'on a vues, elles fonctionnent exactement comme le int. C'est-à-dire que si on s'amuse à faire b est égal à b plus 1, on obtiendra 100 001. C'est la même chose pour c. Si je fais c est égal à c plus 1.1, et bah C sera égal à 12.3245. Et bien sûr, il fallait que je me fasse chier à écrire un chiffre à virgule complexe. Pour le char, c'est un peu différent. Faut s'imaginer que le char ne va pas directement stocker la lettre. En réalité, il va stocker un code qui est équivalent à cette lettre. Eh ouais, c'est pas super simple. Faut savoir que quand on a débuté l'informatique, on s'est dit comment retranscrire des lettres en chiffres. On va prendre notre clavier et chaque touche, on va lui assigner un code. On appelle ça d'ailleurs le code ASCII. Information en description. Ce code ASCII est très important, retenez-le bien. Parce que si je m'amuse à faire D est égal à D plus 1, et bah il y a de grandes chances que ça marche. Et là, ce qu'il va faire, il va prendre le code ASCII et lui ajouter 1. Et il y aura de très grandes chances pour que D ne soit plus égal à C, mais à D. J'aurais peut-être pas dû prendre des lettres comme nom de variable. Mais bref, sachez-le, les lettres ça fonctionne à la base grâce à un code qui s'appelle le code ASCII, et c'est grâce à ça que l'ordinateur arrive à se repérer avec des lettres. Un petit coup et c'est reparti. Oh, le jus d'orange. On a vu toutes les variables, enfin, quasiment toutes. Il nous reste un peu le boss final des variables, le tableau. Le tableau, c'est un truc à part dans les variables. Et il sert aussi à stocker des informations. Et je vous préviens, c'est de loin le truc le plus compliqué qu'on va voir aujourd'hui. Dans un tableau, on ne stocke pas une information, mais plusieurs du même type. Ok, je pense qu'il va falloir faire des exemples là. Ok, là, ça va être douloureux. Un tableau, c'est un peu plus complexe à comprendre, mais vous en faites pas. C'est compréhensible, la preuve, j'ai compris. Bon, déjà, faut savoir qu'on a dit qu'un tableau, ça pouvait stocker des choses que du même type. Et c'est normal, c'est parce qu'on va typer un tableau. Ça va fonctionner comme une variable. Donc il va y avoir des tableaux de int, de long, de float, de char. On va commencer par simple, on va faire un tableau de int. On tape en premier le type du tableau.
Ça, vous savez faire. Ensuite, on va donner un nom à notre tableau. On va l'appeler tab, pour que ça soit clair. Et là, on va rajouter un élément qui permet de comprendre que c'est un tableau. On va rajouter des crochets. Ces crochets, vous le verrez, sont très importants par la suite. Et ensuite, on va faire un égal et ouvrir. J'ai toujours appelé ces deux trucs des crochets. Désolé, manque de vocabulaire de ma part, mais bon, on ouvre d'autres types de crochets. Et c'est dans ces crochets qu'on va faire le taf. On va pouvoir écrire nos valeurs. Alors comme c'est des int, c'est des chiffres. Donc par exemple, on va stocker 10. Et comme je vous disais, dans un tableau, on peut stocker plusieurs valeurs. Pour séparer chacune de ces valeurs, on va utiliser une virgule. Donc 10, 20, 30, 40. Et là, ça y est, on a fait un tableau de 4 éléments. Donc maintenant qu'on sait écrire des tableaux, on va s'amuser à les afficher. Alors vous imaginez bien qu'à chaque fois qu'on utilise un tableau, on va pas vouloir afficher toutes les valeurs, sinon ça perd un peu son intérêt. Et c'est là où les crochets dont j'ai parlé tout à l'heure vont être très utiles. Pour utiliser une valeur d'un tableau, on va écrire le nom du tableau, on va écrire ses crochets, et entre les crochets, on va mettre le numéro de la place de l'information qu'on veut utiliser. Alors j'ai mis 0, et c'est important que vous sachiez que la première place d'un tableau, c'est 0. Donc ça signifie que cette valeur-là, c'est la valeur 0, cette valeur-là, c'est la valeur 1, cette valeur-là, c'est la valeur 2, et celle-là, c'est la 3. Donc dans un tableau de 4 éléments, il y a jusqu'au 3e numéro. Je le dis parce qu'au début, on fait souvent l'erreur d'écrire tab 1 pour utiliser la première valeur de son tableau, alors qu'on va prendre en réalité la deuxième valeur de son tableau. Donc faites bien gaffe à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était complexe. Mais là, vous allez me dire que c'est pas très compliqué. Et c'est vrai, pour le moment, c'est pas très compliqué. Seulement, imaginez que je sois un petit con, ça va être compliqué. Et que je veuille stocker un tableau dans un autre tableau. Vous allez me dire, c'est pas possible. Allez bien vous faire voir, c'est complètement possible. Ok, alors pour écrire ce type de tableau, d'abord, il va falloir que je vous parle de limite de tableau. Ici, on a mis tab et directement des crochets. Faut savoir qu'en créant un truc comme ça, vous faites un tableau infini. Ça veut dire que vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez entre les deux crochets. Bon, bien sûr, si vous vous amusez à mettre plusieurs dizaines de milliards d'informations dans un tableau, il y a forcément un moment où ça va péter. Et ben en réalité, si on voulait, on aurait pu mettre par exemple tab 4, qui aurait limité la taille du tableau à 4 éléments. Encore une fois, si vous vous amusez à faire tab 4 quelque part et que vous finissez par faire un tab 5 comme un gros débile, et bah ça va marcher. En gros, il va juste chercher ce qu'il y aura dans la mémoire à cet endroit-là. Ça n'a aucun sens, ça va vous sortir une valeur au pif, mais ça va marcher. Donc pareil, faites bien gaffe à la limite de votre tableau et s'il y a oui ou non une information logique à l'emplacement où vous cherchez. Là, je sens qu'il y en a qui commencent à être paumés. Pour le tableau multidimensionnel, c'est la même chose. Je vais lui donner un type. On va rester sur les hints pour le moment. Là, on va mettre sa première limite. On va dire qu'il sera limité à 10 éléments. Et ensuite, on va remettre des crochets. C'est ce qui va vraiment définir notre deuxième dimension. Et en gros, ça signifie que dans chacun des éléments qu'on aura, on va pouvoir mettre 2 éléments. Vous allez un peu mieux le comprendre maintenant. Donc là, on va écrire les crochets de notre premier tableau, celui-là. Et là, on va écrire nos éléments. Seulement, chacun de nos éléments est un tableau. On l'a vu tout à l'heure. Et donc, pour écrire un élément, bah, on va réouvrir un tableau. Et là, on va pouvoir enfin écrire nos valeurs. Par exemple, 10 et 20. Et entre chaque élément du premier tableau, on va mettre une virgule. Donc du coup, là, on a un premier tableau qui correspond à cette limite-là. Alors bon, j'ai mis que 4 éléments dans ce tableau, mais c'est pas un problème, hein. On peut toujours mettre moins d'éléments que la limite. Et ensuite, dans chaque élément de ce tableau, on a 2 éléments. Et voilà comment on fait un tableau multidimensionnel. Il y a une façon un peu plus propre de l'écrire, c'est de faire un retour à la ligne après chaque élément. Comme ça, c'est un petit peu plus compréhensible. Donc pareil, si on veut afficher juste une valeur de ce tableau, c'est très simple. Il suffit de récupérer le nom de la variable, enfin le nom du tableau. Ici, écrire le numéro du tableau qu'on veut. Par exemple, là c'est le tableau 0, tableau 1, tableau 2, tableau 3. On va mettre 3 par exemple. Et ensuite, la valeur qu'on veut dans ce tableau-là. Valeur 0 et valeur 1. Et donc là, théoriquement, si on demandait d'afficher l'élément de ce tableau, on obtiendrait 2000. Donc là, si on s'amusait à faire A est égal à A plus la valeur de ce tableau-là, on obtiendrait 2000 plus 1000, ça fait 3000. Bon, je sais, c'est peut-être un peu complexe, mais dites-vous bien une chose. Au début, on a très rarement besoin des tableaux. Je crois même que dans mes projets Arduino, en règle générale, j'ai jamais eu besoin des tableaux, sauf pour des composants très spécifiques, genre des écrans. Pour le moment, vous pouvez commencer à travailler sans. Et puis au fur et à mesure, vous allez faire des projets de plus en plus complexes, et au bout d'un moment, vous finirez par avoir besoin des tableaux. Et à ce moment-là, vous aurez lu déjà tellement de code que ça sera beaucoup plus facile pour vous d'interpréter et de comprendre un tableau. Il faut juste que vous sachiez à quoi ça sert au début pour que vous sachiez quand l'utiliser dans un projet. Bon, je sais, les tableaux, ça vous a peut-être un peu perdu. Je vous avais dit que vous allez en chier aujourd'hui. Ça y est, on a enfin fini les variables. Bon, maintenant, on va retourner du côté des conditions. On avait vu comment faire une condition simple, un if, qui se traduit en si. Et en réalité, on peut faire toutes nos conditions avec ce mot-là. C'est parfaitement possible. Il
Il existe d'autres méthodes un peu plus propres. Donc je me suis permis de réécrire un if pour pouvoir le réexpliquer vite fait. On avait vu que tout ce qu'il y avait entre les crochets allait être testé et que si c'était vrai, on allait rentrer dans le if. If A est égal à 1. Oui, si on teste une égalité, on met 2 égales, rappelez-vous, de toute façon on va le voir après. Donc if A est égal à 1, on va faire A est égal à 100. On pourrait s'arrêter là, parce que si on voulait tester par exemple après, if A est égal à 0, et ben on le met à 50. Ça marcherait parfaitement. On pourrait mettre plein de if comme ça, les uns à la suite des autres. Seulement, il y a des méthodes un peu plus jolies pour écrire ça. En fait, il y a un mot qu'on peut utiliser avec le if. Il faut aussi l'utiliser tout seul, mais on va voir ça juste après. C'est le else, qui peut se traduire en sinon. Donc, si A est égal à 1, A sera égal à 100. Sinon, si A est égal à 0, A sera égal à 50. Le else if ne s'exécutera seulement si le if n'a pas été vrai. Donc là, dans ce cas-là, le else if ne se fera jamais. Par contre, dans ce cas-là, le if ne se fera pas et le else if se fera. On peut aussi utiliser le mot else tout seul. Et là, vous allez comprendre assez rapidement, je pense. Donc, si A est égal à 1, A sera égal à 100. Sinon, si A est égal à 0, A sera égal à 50, sinon A sera égal à 30. En gros, le sinon rentre dans le cas où tout ce qu'on a testé avant est faux. Et seulement dans ce cadre-là. Si tout ce qu'on a testé est faux, et ben on fait ça à coup sûr. C'est-à-dire que si A est égal à, par exemple, 500, ici c'est faux. Ici c'est faux, donc ça fera ça. Et c'est seulement dans ce cas-là. Alors, il y a un autre cas qui existe aussi, qui s'appelle le switch case. C'est dans le cas où on a beaucoup de trucs à tester d'affilée. Je vous mettrai en description, bien sûr, de la documentation pour savoir comment en faire. Seulement, vous allez vous rendre compte assez vite qu'on l'utilise assez rarement. Les gens sont très habitués à utiliser le if et le else if. Et donc, du coup, dû à cette habitude, peu de personnes l'utilisent, même s'il peut être utile. Donc, c'est bon que vous le sachiez pour votre culture générale et au cas où, si vous voulez faire vraiment du code propre et que vous voulez l'utiliser, sachez que sinon, il n'est pas très souvent utilisé. Est-ce qu'on en a fini avec les conditions? Pas vraiment. En réalité, il nous reste un petit truc à voir de très important. Mais ça ne va pas nous être utile que dans les conditions. Si c'est pas merveilleux, filez-moi un flingue. Les opérateurs logiques. Avec un Z. Bon, derrière ce mot un peu flippant, il existe en réalité un truc plutôt simple. Alors, ce qui est bien avec ces saloperies, c'est qu'on en a déjà vu. Et ouais, on en a déjà vu dans les conditions, le double égal. En fait, ça c'est un opérateur logique qui permet de vérifier si quelque chose est égal. Et donc du coup, vous savez maintenant à quoi ça sert un opérateur logique. Ça permet de faire des comparaisons. Bon, vous avez déjà vu celui-là, mais vous en avez aussi vu d'autres. Le plus petit et le plus grand. Donc, pareil, qui permettent de savoir si la valeur de gauche est plus petite que la valeur de droite, ou l'inverse, si la valeur de gauche est plus grande que la valeur de droite. Mais il en existe d'autres. Il y a le plus petit ou égal. Alors il fait exactement la même chose que le plus petit, mais il vérifie aussi si la valeur est égale. Et vous marrez pas, c'est très utile. Il y a aussi son inverse, le plus grand ou égal, qui fait l'inverse du coup. Donc ceux-là, c'est les simples. Mais il en existe des plus complexes. Alors ils sont plus complexes parce qu'ils ne permettent pas de comparer deux valeurs. Ils permettent de faire des associations de comparaison. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Ces deux opérateurs, c'est le et le ou. Heureusement, leur nom indique grandement ce que ça veut dire. Donc si on s'amusait à faire une comparaison avec tout ce qu'on vient de voir. Donc if A est plus grand que 1000 ou plus petit que 0. Donc là, pour pouvoir rentrer dans le if, il faut que A soit plus grand que 1000 ou que A soit plus petit que 0. Du coup, vous vous rendez bien compte qu'on rentrera jamais dans ce if. Par contre, si on fait l'inverse, A plus petit que 1000, et là, c'est possible. Parce que A est égal à 500. Et comme 500 est plus petit que 1000, on rentre dans le if. C'est un ou. Donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Il faut que l'un des deux soit vrai pour que ça marche. À l'inverse du et. Le et, il faut que les deux soient vrais pour que ça marche. Il faut qu'à la fois que A soit plus petit que 1000 et que A soit plus petit que 0 pour qu'on puisse rentrer. Donc dans ce cas-là, ça marcherait pas. Il faudrait que A soit égal à moins 1, par exemple, pour que ça marche. Voilà comment marche le et le ou. Et on peut en utiliser plusieurs. On n'est pas obligé de se brider à un seul. On peut rajouter A plus petit que 200 par exemple. Normalement, vous devriez être dans un état de PLS cosmique. Mais on n'a pas fini. Allez, on prend son meilleur sac à vomi et on reprend le taf. Il ne reste plus que les boucles à voir. J'ai pas envie là. Alors la dernière fois, on avait vu le while. Laissez-moi le temps d'en écrire un. Alors ici, on a fait une boucle très simple. On a fait une boucle while comme la dernière fois. Donc, tant que A est plus petit que 1000, on va faire A++. Vous vous demandez peut-être que ça veut dire A++, et en fait, A++, ça veut dire A est égal à A plus 1. C'est juste une manière plus simple de l'écrire. Ça s'appelle une auto-incrémentation, et comme on a très souvent l'habitude d'en faire en développement informatique, il y a une version raccourcie. Et maintenant que vous le savez, on n'utilisera que ça. Mais bref, en gros, cette boucle va se répéter 1000 fois, jusqu'à temps que A soit égal à 1000. Si on voulait qu'elle soit égale à 1001, il aurait fallu écrire un plus petit
ou égale. Mais du coup, ça, on l'avait déjà vu. Et il y a d'autres types de boucles. Il y a le do while, c'est une grosse blague. Je me moque souvent du do while parce qu'on l'utilise en fait très rarement. Le do while, je sais même pas comment on l'écrit. Attendez, faut que j'aille voir sur internet. Voilà. Alors la différence entre les deux boucles qu'on a écrites, il y en a pas tellement. Notre boucle va bien se répéter aussi 1001 fois. C'est juste que la différence entre celle-là et celle-là, c'est que cette boucle-là va d'abord exécuter une fois ce qu'elle a entre les crochets avant de tester. En gros, le do while, vous l'utilisez dans le cas où vous voulez forcément exécuter une première fois votre code et ensuite reboucler si vous en avez besoin. Donc à vrai dire, dans de très rares cas, et c'est pour ça qu'on l'utilise très rarement, mais elle reste utile et a son importance. La dernière boucle qu'on va voir est beaucoup plus commune, c'est le for. On pourrait traduire en pour. Et là, elle s'écrit d'une manière un peu particulière. Dedans, on va déclarer une variable et on va mettre un point virgule. Et oui, on peut reconnaître une instruction en fait. Ici, on va mettre un test avec la variable qu'on vient de créer. Et ici, on va créer une incrémentation. Le plus. Et voilà, notre boucle est finie. En gros, le for, on l'utilise dans le cas où on va savoir à l'avance combien de boucles on va faire. Le while, on l'utilise dans le cas où on n'est pas sûr du nombre de boucles que l'on va faire. Comme ça, c'est du chinois, mais vous verrez plus tard, ça a son importance. Donc dans un for, on déclare d'abord une variable, ensuite on va faire un test avec cette même variable, et ensuite on va faire une incrémentation avec cette variable. Et à chaque fois, c'est séparé par un point virgule. Donc là, si on suit la logique de cette boucle, elle va se faire 100 fois, parce que i est égal à 0 au début, et donc à chaque tour, il va faire i++, et à chaque tour, il va vérifier si i est plus petit ou égal à 100. Sinon, elle fonctionne comme le while. Il faut d'abord que ça soit vrai pour qu'elle puisse rentrer dans cette boucle. Pour récapituler, le while, quand on ne sait pas le nombre de boucles que l'on va faire, le do while, quand on veut d'abord exécuter une première fois le code, et le for, quand on sait le nombre de boucles que l'on va faire. Et vous savez quoi ? C'est fini! Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, ça aura été encore un plaisir de le réaliser. Donc, en description, vous retrouverez tous les liens de la documentation. Et franchement, allez les voir. C'est très important si vous voulez vraiment apprendre l'Arduino. Je sais, c'était chaud et dense, mais c'est le dernier épisode aussi difficile. Tous les autres, il y aura de la pratique, donc ça vous simplifiera beaucoup le travail. Ah oui, il y en a certains d'entre vous qui m'ont demandé de laisser des devoirs, enfin des exercices. Du coup, vous retrouverez ça aussi en description. C'était Sigarios, portez-vous bien, et je vous dis à plus. Look